Moteur! Allons-y! Moteur! Komme ich deiner Meinung nach nicht vor? Ich schreibe über Männer, das sind Metaphern, das sind Spiegelbilder meiner selbst. Weil du mit der Lüge lebst. Ich bin aber auf die Wahrheit angewiesen. Wir hatten einen Pakt. Voilà, vous l'avez compris, nous allons parler d'un film allemand. Eh bien oui, et il s'agit d'un film que je vous recommande, que j'ai trouvé très très intelligemment fait, un film de Margaret von Trotta, intitulé Ingeborg Bachmann. Donc c'est un portrait, mais c'est aussi un portrait, j'ai envie de dire, à la fois de Ingeborg Bachmann, mais aussi peut-être de Margaret von Trotta. Alors Margaret von Trotta, on la connaît quand même plus ou moins, elle a une assez belle filmographie, où souvent elle parle des femmes qui sont omniprésentes, mais surtout des femmes fortes. Et moi, le premier film que j'avais vu de Margaret von Trotta, c'était Rosenstrasse. C'était un film, alors quand j'ai regardé, là aussi, je me suis dit, oh, ça doit faire il y a 10 ans. Ben non, c'était en 2003, ça fait quand même quelques années. Et c'était l'histoire de femmes allemandes qui défendaient, mais becs et ongles, leur mari qui avait été enfermé parce qu'ils étaient juifs pendant la guerre. Donc c'était une très très belle histoire, très forte. Et je pense que là aussi, c'est un film, quand on l'a vu, on s'en souvient encore. Et puis ensuite, elle a fait des portraits, ça je pense que tout le monde le sait, de Hannah Arendt, ou alors elle a même fait aussi un documentaire, là c'était sur un homme, puisque c'était sur un documentaire sur Ingmar Bergman, c'était un film en 2018. Bref, c'est quelqu'un qui a une belle filmographie, pas très importante, mais ça on comprendra pourquoi, et donc je me suis dit, voilà, un film de Margaret von Trotta, ça fait un moment qu'on n'a pas vu de film, il faut y aller. Bon, alors honnêtement, je dois avouer, et ça ne doit pas vous arrêter, on ne connaît pas Ingeborg Bachmann. Moi, j'avais entendu vaguement parler d'elle, mais honnêtement, je n'avais rien lu d'elle. En revanche, ce film donne envie d'aller lire ce qu'elle a pu écrire, parce que c'est son histoire, évidemment. Donc, c'est un film, on pourrait dire que c'est un biopic, mais c'est bien mieux qu'un biopic. Tant mieux, parce que les biopics, il faut quand même le reconnaître, c'est toujours raté. Voilà, c'est scolaire, c'est lourd, enfin, peut-être aussi ça, le réalisateur compte évidemment, mais bon, c'est lourd, quoi, ça, souvent. Tandis que la qualité de ce film, c'est que, au fond, ce que je disais à l'instant, que ce film raconte quelque chose qui a à voir avec aussi la réalisatrice. Elle montre à quel point l'amour est extrêmement difficile entre deux créateurs. Surtout là, en l'occurrence, entre deux poètes, à leur façon. La vie est compliquée de vivre ensemble, évidemment. Ce qui n'empêche pas l'amour, mais la vie de tous les jours est complexe. Et donc, c'est assez passionnant parce que Margaret von Trotta fait aussi œuvre de poésie avec son film, surtout dans la construction. Elle construit son film un peu comme une sorte de kaléidoscope des vies où toutes les séquences s'imbriquent les unes aux autres, se télescopent. Elles suivent absolument pas un temps linéaire, mais au contraire, elles jouent d'ailleurs de flashback ou de flash forward, mais à aucun moment on est gêné, on comprend parfaitement, on entre dans le sujet avec bonheur, avec délice. Donc, le film commence, comme toujours, il faut toujours regarder les premières images, on ne vous le dira jamais assez. Ça commence par une sonnerie de téléphone, donc par un son, voilà, assez lointain d'ailleurs, et puis il y a donc un lien. C'est très important parce que ce téléphone, ce lien sonore, eh bien, il est très important entre Ingeborg et Max, qui est donc l'amour avec lequel nous allons rentrer dans l'histoire. Et donc, ça veut dire que Ingeborg et Max vont un peu s'aimer. J'avais un ami qui appelait ça s'aimer en pointillés. Voilà, c'est-à-dire que ils vont s'aimer, se désaimer. C'est une relation très complexe entre deux personnalités très fortes, très brillantes et effectivement complexe, on ne le redira jamais assez. Donc un amour qui met la solitude au cœur du lien et qui se rapproche de la mort. D'ailleurs, là, on est encore dans ce fameux lien évident entre Eros et Thanatos. Mais c'est extrêmement bien fait, avec beaucoup de finesse. Donc, dès les premières images, on entend la sonnette, je vous l'ai dit, du téléphone, mais surtout, on nous montre un couloir très étroit, sombre, et puis il y a une femme de dos qui marche dans ce couloir, qui s'éloigne de nous. Elle est filmée donc en travelling avant, avec toujours en son cette sonnerie de téléphone ce plan finit par un gros plan d'un téléphone et d'une main qui décroche. Et en off, vous avez une femme qui demande « Tu es en Europe ?»
Mais la réponse à toutes les questions qu'elle peut poser, c'est un rire d'homme qui va crescendo et cut, vous avez un arrêt brutal et cette séquence, on découvre qu'elle est un cauchemar puisqu'en effet, la jeune femme, la femme en question, elle est dans une pièce lumineuse, un hôpital peut-être, et dans cet hôpital, dans cette pièce, elle va s'asseoir sur son lit et fumer. C'est une femme qui fume beaucoup, Ingeborg. Elle d'ailleurs, elle en mourra vraisemblablement parce que elle est décédée, brûlée dans son lit en 1973 à Rome. Elle a 47 ans. Et donc, elle a plein de choses qu'elle devait écrire. En revanche, elle était extrêmement connue. À l'époque, elle était une vraie star dans son pays. Et donc, Ingeborg Bachmann décède à 47 ans. Cette mort, d'ailleurs très mystérieuse, elle est évoquée aussi dans un plan du film, où alors qu'elle demande du feu pour allumer une cigarette, je crois que c'est Adolf Oppel, qui est un de ses amants, lui amène une bougie pour qu'elle allume sa cigarette, mais la bougie tombe sur ses genoux et elle met sa robe et elle en feu. Donc évidemment, sa robe est verte, je crois, et cette bougie est rouge, donc c'est quelque chose qui évidemment ne passe pas inaperçu. Et oui, c'est pas prémonitoire, mais en tout cas, la réalisatrice a souhaité qu'on pense évidemment à sa mort, puisqu'elle est morte brûlée par le feu. Et donc, le film se situe au début de sa rencontre avec Max Frisch. Il s'appelle Max Frisch, et la fin de cette fulgurance amoureuse qui a lieu on peut dire entre 1958 et 1962. Alors, la rencontre devait avoir lieu. Oui, on sent bien que c'est deux personnes qui devaient se rencontrer. Lui est écrivain, architecte, parce qu'il avait pour thème dans ses écrits le double, le destin, le hasard, mais aussi la confiance et la trahison. Et il avait notamment écrit un livre, alors ça j'aimerais bien le lire parce que c'est tout un programme, et ça va bien avec son aventure amoureuse. Je cite le titre du film, « J'adore tout ce qui me brûle ». On l'invente pas. Et donc le film est axé aussi sur ce voyage au Sahara, qui est en sous-titre, et c'est une échappée de Ingeborg, avec son complice, je vous en ai parlé, c'est Adolf Oppel. C'est un voyage nécessaire. De temps en temps, on a besoin de sortir un peu du train-train, parce qu'on voit Ingeborg dans le bus, qui part donc avec Oppel. Elle est filmée derrière la vitre, et à la fin du voyage, à la fin du film, le bus est toujours filmé, Ingeborg revient de son voyage, mais là, elle est toujours derrière la vitre, mais là, dans le même plan, elle ouvre la vitre. Et elle sort dans la vie, c'est-à-dire qu'elle est sortie de derrière sa vitre. Elle respire. Donc tous les plans chez Margaret von Trotta ont du sens. On comprend le film et la profondeur des sentiments à travers les images. Alors la rencontre entre Ingeborg et Max est très belle. Parce qu'il faut reconnaître que les deux comédiens sont magnifiques. Alors bon, d'abord Vicky Krieps, ça, je crois que tout le monde est amoureux de Vicky Krieps, parce que on l'avait découvert dans un film dont je vous ai déjà parlé, qui vraiment est formidable. C'est un film de Thomas Anderson, c'est un film de 2018, c'était Phantom Thread. Elle tenait tête, ça se passait dans le milieu de la couture, elle tenait tête à Daniel Day-Lewis, c'était un film vraiment magnifique, remarquable, et donc on l'a vu aussi dans un autre film, parce qu'elle est toujours formidable, on la voit à plusieurs reprises, mais je ne vous citerai que deux pour vous remettre dans le bain. Un film avec et de Viggo Mortensen que nous adorons aussi. Évidemment, c'était un film beaucoup plus récent, 2023, ça s'appelait Jusqu'au bout du monde, voilà. Donc Vicky Krieps, c'est quelqu'un, quand elle est dans la je crois que quand elle est dans la distribution, faut y aller. Parce que d'abord, elle est suffisamment intelligente pour tourner avec des gens de qualité. Et donc là, elle nous le prouve encore avec le film de Margaret von Trotta. C'est-à-dire que Vicky Krieps, on ne peut pas ne pas l'aimer parce qu'elle est le charme absolu. Elle a un sourire extrêmement lumineux. Et je trouve que Max Frisch, qui est joué par un comédien que je ne connaissais pas, Ronald Zerfeld, il a beaucoup de prestance, beaucoup de profondeur et de retenue, et je trouve que ça fait un couple très intéressant. Parce qu'on sent la fascination qu'Ingeborg exerce sur lui, de la même façon qu'on sent venir sa jalousie. C'est tout à fait crédible et extrêmement visible. Il va finir par être jaloux d'un bouquet de fleurs.
Voilà, tout simplement. Et c'est très violent. Et en même temps, c'est violent profondément. Voilà. Donc, il crée un couple très élégant. Et d'ailleurs, je crois que ça fait partie, c'est un des qualificatifs qu'on pourrait donner au film. Le film de Margaret von Trotta est très élégant. Par les tons qui sont choisis, par la lumière, par les costumes. Notamment, il y a Ingeborg met des robes magnifiques. De la même façon que Max, elle l'habille avec un costume italien, tout de blanc vêtu, avec le gilet. Enfin voilà, c'est très beau quoi à voir, et en même temps, cela pète pas quoi. Je veux dire, c'est élégant naturellement, j'ai envie de dire. Et elle, il faut le savoir, était une star. Et au fond, c'est le grand problème. C'est que ça va finir par détruire leur amour et leur vie. Et donc, ils, c'est-à-dire Ingeborg et Max, se trouvent ou s'unissent sur un pont. Alors là aussi, c'est très intéressant. Bon, donc, d'ailleurs, un pont, ça veut dire qu'on n'est ni d'un côté ni de l'autre. On est sur un pont. Voilà, donc là aussi. Et là, elle cite le poème. Elle est sur le pont Mirabeau et elle cite le poème de Baudelaire sur le pont Mirabeau, coule la Seine et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, etc., etc. Et c'est très bien vu parce que c'est pour ça que la réalisatrice, on sent qu'elle a bien travaillé la question parce que il se trouve que Max, qui est aussi un poète, avait traduit en allemand ce poème d'Apollinaire et elle peut en parler, d'autant que, alors là c'est intéressant parce que ça nous dit beaucoup sur le personnage Ingeborg Bachmann, c'est que elle a eu un premier amour qui s'appelait Ceylan. Ceylan s'est donné la mort et il s'est jeté sur le pont Mirabeau, dans la Seine, par le pont Mirabeau. Et c'était la nuit du 19 au 20 avril 1970. Et Ceylan, c'était un personnage aussi très étonnant, il était d'origine roumaine. Et alors, dans ce lien qu'il y avait entre Ceylan et Ingeborg, c'était très complexe déjà, parce que lui, donc je vous le disais, était d'origine roumaine, il avait souffert du nazisme. Et en revanche, Ingeborg, son père, avait préféré se ranger auprès des nazis pour envahir la Pologne en 1939. Donc ça veut dire que tout d'un coup, il y avait quand même chez chacun, un passé compliqué qui ne pouvait pas s'accorder. Et donc, c'est bien de citer le pont Mirabeau, ça rappelle plein de choses. Un film, il est là aussi pour vous évoquer des choses que, normalement, si vous êtes normalement constitué, vous allez voir si vous avez un doute, voir un peu pourquoi elle a mis le poème d'Apollinaire, là vous avez la réponse. En plus, Apollinaire, c'est intéressant parce que c'est un peu prémonitoire. Notamment, ça se termine, les jours s'en vont, je demeure. Et oui, les jours s'en vont, je demeure. Voilà. Et donc, et alors, ce que Margaret von Trotta a fait de bien aussi, c'est que juste après cette séquence, sur ce pont, sur le pont Mirabeau, vous avez une autre séquence où c'est un cabaret qui chante mais laissez-le-moi, mon amoureux, vous vous souvenez, c'est un jour, 2 jours, etc. Et ça aussi, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit, ça donne l'idée déjà que à un moment, cette rencontre ne va pas durer 107 ans, quoi. Voilà. Donc tout ça, c'est des petites choses comme ça qui montrent que bon, ben voilà, il y a un pilote dans l'avion, évidemment. Et dès la première rencontre, Max sort aussi, ça c'est très important. À chaque fois, il est comment dire, absolument époustouflé par Ingeborg. Il la trouve, il est en admiration, quoi. Je veux dire, il sort un petit carnet bleu sur lequel il note toutes ses impressions, tout ce qui touche à Ingeborg. Et là, ça aussi, c'est très intéressant par rapport à la totalité de l'histoire du biopic, enfin de l'histoire de Ingeborg. C'est que Ingeborg découvre le carnet, elle l'ouvre et elle le brûle. Elle brûle aussi ce carnet, donc c'est pour dire le feu est très important, elle va le brûler et en même temps elle a une scène terrible, elle est très en colère parce que elle s'aperçoit qu'il a noté plein de trucs sur elle qui sont aimables, c'est pas le problème, mais elle dit non, je ne veux pas, pour elle, elle ne veut pas qu'on se serve d'elle pour écrire.
Et moi, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup d'écrivains aujourd'hui qui devraient y réfléchir, parce que vous avez des gens qui ont des aventures amoureuses, etc., tout simplement pour pouvoir écrire un bouquin. Enfin, je voudrais pas les citer, mais vous voyez à qui je fais allusion. D'ailleurs, bon, voilà, bref. Tandis que là, c'est vraiment quelque chose qui l'énerve complètement. Pour elle, l'imagination, ça n'a rien à voir avec le vécu. Et donc, elle le dit, j'étais son objet d'étude, et elle lui dit, même quand elle lui dit, oui, en effet, j'ai brûlé ton carnet, tu m'exhibes comme une pute. Ben oui, il racontait des trucs, c'est pas vrai du tout, il a beaucoup plus de classe que ça, ce qui n'est pas le cas non plus de certains écrivains d'aujourd'hui. Mais enfin, ça, c'est encore un autre problème. Et l'évocation, c'est aussi du poème d'Apollinaire, notamment, on parle de la chanson du mal-aimé. Au fond, dans cet amour fulgurant, il y a quelque chose de mal aimé. Ça annonce en plus l'échec, parce que Apollinaire avait écrit ce texte, c'était son premier amour qui avait fini par un échec. Hein. Donc voilà, tout ça a du sens, et c'est pour ça que c'est, comment dire, il y a plusieurs lectures du film. C'est riche, quoi. On se sent bien parce que c'est pas n'importe quoi, c'est pas des gens qui s'agitent, c'est des gens qui vivent, qui aiment, voilà, etc., etc. Et donc la rencontre commence aussi par un rendez-vous manqué, parce que elle lui a dit qu'elle venait, et seulement est-ce qu'il a mal entendu, ou je ne sais pas, ou en tout cas elle s'est mal compris. Toujours est-il qu'il a attendu pendant toute une après-midi à la gare, et quand il l'appelle en lui demandant pourquoi elle n'est pas venue, il lui dit mais non, j'ai dit que je venais demain. Alors vrai ou faux, etc., etc. Mais donc ça veut dire qu'à chaque fois il y a une espèce de décalage, une incompréhension dans le quotidien, alors que dans leur amour présent est beaucoup plus fort que ça, évidemment. Et donc je trouve que Margaret von Trotta aussi, ce qu'elle sait très bien filmer, c'est les moments de silence, notamment avec son amant. On les voit tous les deux en train d'écouter de la musique, et ils sont là, c'est un plan magnifique, ils sont dans l'écoute, ils sont dans une communion totale de l'écoute, parce que dans cette écoute et dans ce silence, c'est ce qui permet de créer. Voilà, donc là aussi, quand on voit que les gens ils écrivent parce qu'ils ont de la musique là tue-tête dans les oreilles, bon, pourquoi pas, mais enfin, bon, voilà. Tandis que l'écoute de la musique, évidemment, est très importante. Alors, au fond, d'ailleurs, leur amour entre Max et Ingeborg, ils finissent par vivre ensemble. Eh bien, ça finit par aller très mal, parce que même Ingeborg, elle ne supporte même pas le bruit de la machine à écrire quand il écrit. Et alors elle vient, et là il tape en plus avec un seul doigt, elle dit « Je savais pas qu'un seul doigt pouvait faire autant de bruit », ça devient insupportable, et elle dit « Ça m'empêche d'écrire ». Voilà, donc c'est intéressant, donc c'est vivre ensemble, c'est pas forcément la communion des esprits. Vous voyez, c'est tout à fait autrement. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'elle part au Sahara. Oui, l'occasion lui en est donnée, et donc elle y va. Il est même, Adolf Oppel, un peu son thérapeute. Ça lui permet même de vivre quelques fantasmes pour en être débarrassé. Notamment, à un moment, elle lui demande d'être enterrée comme une momie. Elle s'aperçoit que c'est pas aussi simple que ça. Et donc, à un moment, elle prend peur, même il faut absolument la sortir elle n'a que la tête qui sort du sable, et elle se sent très très mal. De la même façon, elle demande, elle s'en demandait, mais enfin, son ami Adolphe lui dit, je t'amène de la compagnie. En réalité, c'est deux jeunes gens, et donc avec qui il y aura une petite baisade, si je puis dire. Voilà, entre tous les trois, voilà. Donc tout ça est charmant, parce qu'en plus de ça, c'est fait avec comment dire, on est dans la poésie, et d'ailleurs il y a des séquences au Sahara qui sont magnifiques, notamment il y a un plan où tout d'un coup on voit juste une dune avec des pas qui avancent comme ça vers l'horizon et qui disparaissent, et puis de la même façon aussi, après cette fameuse baisade dont je vous ai parlé, vous avez Ingeborg, elle est débarrassée de plein de choses, et donc elle danse comme ça dans le vent, mais très poussiéreux, c'est-à-dire qu'on là aussi elle devient fantomatique l'image parle et dit beaucoup de choses, évidemment, et donc ça veut dire elle veut aller à l'extrême.
D'ailleurs, une fois, à un moment, on la voit en train de faire une conférence, c'est ce qu'elle explique. Nous aimerions aller jusqu'à l'extrême. Maintenant, est-ce qu'on y va? On y va. Est-ce qu'on finit par y aller? C'est pas sûr du tout, voilà. Et donc, dans ce déchirement du couple, il est à noter aussi que la séquence des fleurs, je vous le disais tout à l'heure, il est jaloux des fleurs. Il est jaloux des fleurs qu'elle a reçues. Elle est obligée de mentir pour expliquer non, j'ai acheté ces fleurs, c'était pour te les offrir. Vrai ou faux? Bon, etc. Et donc, et alors c'est là que c'est très intéressant, parce que cet amour qui est sublimé, qui est magnifique de ces deux poètes, etc., quand tout d'un coup il devient jaloux avec une attitude et un sentiment très terre à terre et un peu médiocre, il faut bien le dire, quand elle lui dit ça, tu sais, je te l'ai offert, c'était pour te les offrir, et alors il ne trouve rien d'autre à dire, ça quand même c'est magnifique, au lieu d'acheter des fleurs, tu aurais due faire le repas. Il n'y a rien à dire, c'est génial, c'est génial. Et donc, à propos de la musique, tout à l'heure, je vous parlais de la musique un petit peu. Oui, on ne l'entend pas, ce qui est un bon signe, hein. La meilleure musique est celle que l'on n'entend pas, le meilleur montage, c'est celui qu'on ne voit pas, etc. Mais en revanche, il y a quand même deux musiques qui passent pas inaperçues. C'est un petit rappel de la symphonie de Mahler dans Mort à Venise de Visconti. Donc là, ça aussi, ça a un peu de sens, évidemment. Et puis aussi, dans Barry Lyndon, la sarabande, c'est formidable, Handel, dans le film de Kubrick. Voilà, donc c'est pour vous dire que là, on a une très bonne réalisation cinématographique. Il y a aussi une autre séquence aussi qui ne passe pas inaperçue. Elle rencontre dans un café le poète italien Giuseppe Ungaretti. Ça, c'est intéressant parce que Ingeborg le traduit, et en même temps, voilà, c'est quand on voit le film, on se dit ah bon, moi je sais ce que j'ai fait, parce que là aussi Ungaretti, j'avais entendu parler, mais pas suffisamment pour l'avoir lu, enfin, etc. Et puis tout d'un coup, je me renseignant un peu là-dessus, j'ai vu que les poèmes de Ungaretti parlent de souffrance, de sensualité, mais aussi de joie. Enfin, tout ça est dans la vie, et peut-être la poésie, et sûrement d'ailleurs de la poésie de Ingeborg. Et au fond, on s'aperçoit que cette grande belle histoire entre Max et Ingeborg, la fin était inéluctable. Elle savait très bien que Max était complètement contre ses principes. Et lui, il sait que avec elle, il allait être malheureux. Mais il a dit, voilà, j'accepte. Et en même temps, c'est compliqué. Et le dernier plan est magnifique parce que de la même façon que je vous parlais du premier plan où on la voit de dos qui s'éloigne de nous dans un couloir un peu sombre, là, le dernier plan, elle vient vers nous dans une lumière presque surexposée. Elle est floue, elle est confondue avec la poussière de sable, elle est en plein désert, dans l'immensité, elle vient de loin, elle se rapproche jusqu'à devenir nette. C'est pas la caméra qui la rend nette, c'est elle qui se rend nette en étant près de nous, et ça se termine par un fondu au blanc. Un fondu au blanc, magnifique. Ça, c'est une très belle idée parce qu'au fond, tout est pardonné. Cette même histoire, quand elle se termine, elle reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc c'est un film qui est un très beau portrait de femme, où l'homme n'est pas un monstre, ça c'est quand même important, mais où la communicabilité est complexe et fait de leur caractère, qui sont tous les deux des créateurs, des personnalités créatives, à partir du moment où on est hors norme sociétale, ça peut pas durer 107 ans, quoi, voilà. Et en même temps, c'est des passages dans la vie qui sont complètement, j'allais dire nécessaires. Non, on peut s'en passer, certainement. Mais quand ça a existé, c'est quand même très porteur et très formateur, voilà. Bien, enfin donc voilà, vous l'avez compris, c'est un film que je vous recommande très vivement parce qu'il y a une profondeur assez exceptionnelle. Un film signé Margaret von Trotta. On écoute tout de suite la bande-annonce. Ich werde mich dran gewöhnen müssen. Du machst aus mir noch ein Dandy. Ich zieh mich danach gleich wieder um. Wer war der Mann? Von wem sind die Blumen? Wir hatten einen Pakt. Und was du machst, ist Verrat. Ich brauche die morgen, um zu arbeiten. Und ich arbeite nicht? Ich habe den Eindruck, er ist selten. Ja, weil deine Kalaschnikow mich wahnsinnig macht. Ich halte es hier nicht mehr aus. Das heißt, du hältst es mit mir nicht mehr aus. Nichts Schöneres unter der Sonne, als unter der Sonne zu sein.
Du sagtest heute in deiner Rede, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Dann hast du mir ja doch zugehört. Voilà donc bande-annonce de ce film que je vous recommande, Ingeborg Bachmann de Margaret von Trotta. Très beau portrait de femme. Et d'un homme d'ailleurs aussi, tout aussi passionnant. Bien, donc merci Pierre-Jean, et donc nous nous revoyons la semaine prochaine. Je vous parlerai d'un film, alors peut-être que vous l'aurez déjà vu, moi je l'ai pas encore vu, mais on parlera musique, vraisemblablement parce que le film s'appelle justement Les Musiciens. Ah, alors, on va pas gêner. Allez, à bientôt, à lundi prochain.